Salut Gaëtan, bonjour Bonjour. à tous. Bonjour tout le monde. Salut, comment allez-vous? Ça va bien et toi? Eh ben, ouais, petite forme aujourd'hui, mais ça va aller. Bon, mais écoutez, les gens sont en train de se connecter petit à petit, donc on va pouvoir commencer. Ben, c'est déjà le 22e épisode de ces vidéos en direct avec des voyageurs à vélo. Aujourd'hui, on reçoit Claire et Olivier, cyclotopo. Vous les connaissez sans doute pour leur voyage en Europe de l'Est et aussi surtout pour leur podcast. Alors, on va pas parler de mon livre aujourd'hui parce que c'est pas le sujet. Si vous avez besoin d'informations, vous irez sur ma page. Il y a tout ce qu'il faut. C'est pas l'objet de la soirée. Concernant les élections présidentielles, je vais vous donner les résultats puisque je les connais en priorité. Non, c'est pas vrai. Je les connais pas du tout. Je sais pas du tout ce qui se passe. C'est pas très important. Bon, mais Claire et Olivier, déjà, je vous laisse vous présenter et aux personnes qui nous regardent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le marquer dans le fil des commentaires. Ça s'affiche et on y reposera tout à la fin. Allez, on vous écoute. Ça marche. Bah, écoute, déjà merci Gaëtan de nous inviter pour ce live, ça nous fait super plaisir. Eh bien, avec grand plaisir. Alors moi c'est Claire, j'ai 25 ans, je suis contrôleuse de gestion, un métier beaucoup moins marrant que de voyager à vélo, ça je le conçois. Et puis bah, depuis 2018 je voyage à vélo avec Olivier, on a un blog qui s'appelle Cyclotopo et depuis un peu plus d'un an et demi, un podcast du même nom. Cyclotopo. Voilà. Ok. Et donc, Olivier, qui est Olivier? Qui est Claire? Non, je rigole. On vous laisse deviner. Ouais, du coup, j'ai 24 ans, je suis originaire de Haute-Savoie, d'Annecy, D'accord. et voilà, je suis descendu à Toulouse pour les études, où j'ai rencontré Claire, et moi, je suis ingénieur en mécanique. D'accord. Bon, eh bien, écoute, c'est parfait tout ça. C'est parfait. Bon, évidemment, on va parler voyage à vélo, ouais, vous vous en doutez. On va parler de votre gros voyage que vous avez fait en 2019, si je ne me trompe pas. C'était entre Athènes et Tallinn sur l'Eurovélo 11. C'est la véloroute de l'Europe de l'Est. Alors, ben, comment ça vous est venu déjà l'idée? Parce que c'est vrai que naturellement, tout le monde a en tête a envie de partir sur des véloroutes qui sont beaucoup plus connues, beaucoup plus faciles, beaucoup plus proches. C'est venu comment cette idée de partir là-bas? Bon, tu vas? Vas-y. Bon, en fait, pour ce voyage, alors déjà, on avait pu faire d'autres voyages, on avait vu que voyager du nord au sud permettait d'avoir des variétés de paysages, de changer de climat, en fait, tout simplement. Ouais, Après, on aimait bien l'Est, enfin l'Europe de l'Est. Claire a fait pas mal de voyages là-bas. Elle a fait un Erasmus en République tchèque. d'accord. Ah, ouais. Et qui la tentait. Ok, ok. Et donc, du coup, c'était quoi le trajet? Vous êtes parti d'Athènes, c'est ça? Et vous êtes allé jusqu'où? Ouais, on est parti d'Athènes en juin 2019 et on a été jusqu'à Tallinn. Du coup, on est arrivé en août 2019. D'accord, donc ça fait quoi? Ça fait en gros 2 mois, 3 mois? Ouais, C'est ça, ça fait deux mois et deux demi. mois et demi et 9 pays, du coup, entre la Grèce et l'Estonie. Wow, ça fait pas mal de kilomètres tout ça, non? Ouais, on a été un peu vite. Pour un prochain voyage, on préférerait aller un petit peu moins vite. Bon, et alors, ce voyage-là, il avait aussi un autre but, c'était de référencer, de répertorier la véloroute avec tout un tas d'informations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ben, quel était le but aussi de ce voyage? Donc, à côté du voyage à vélo en lui-même, on avait un projet qui était de faire des topo-guides en fait sur cette Eurovélo. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est une Eurovélo qui est très peu connue et très peu développée aussi. Ouais, Et quand on tape Eurovélo 11 sur Internet, eh ben, en tout cas en 2019, on ne trouvait pas grand-chose. Donc, on s'était dit pourquoi ne pas faire des sortes de topos sur l'itinéraire pour, par exemple, pour les gens qui voudraient refaire l'itinéraire, ouais. avoir tout ce qui est point d'intérêt, où est-ce qu'on peut bivouaquer, quels sont les hébergements, où est-ce qu'on trouve des points d'eau, où est-ce qu'on trouve, quels sont les dangers aussi sur la route. Et donc, du coup, on a fait le voyage, on a référencé tous ces points d'intérêt. Ouais. Et à la fin de notre voyage, on a fait 9 topo-guides, du coup, qui sont en accès libre sur notre Sur le site site? Cyclotopo. Bon. Et Et que tout le monde peut télécharger. Donc, il y a un PDF et une trace GPX. ouais, c'est ça. J'ai vu la trace GPX. Alors, j'allais vous demander, mais c'est un énorme boulot parce qu'en fait, la trace GPX, elle répertorie les différents types de revêtements, les dangers. Ça doit être un boulot monstre, ça, pendant le voyage.
Ah, ça nous a bien occupé Oui, pendant le voyage. Du coup, c'est moi qui ai noté l'état des routes. Et en fait, avec mon portable, j'enregistrais et à chaque fois que la route changeait, je me faisais une petite note. d'accord. Et une application permettait de mettre des waypoints en fait. Ouais. Du coup, voilà, j'ai fait ça pendant les 4500 kilomètres. Et Claire, elle, s'occupait de la partie, on va dire, rédaction des topos, noter les hébergements, combien ça nous avait coûté, enfin, toutes les autres informations pratiques. D'accord, mais c'est vraiment marrant, ça, quand même. Comment ça vient l'idée de faire ça? Parce que quand on part en voyage, on a envie comment dire, de se libérer l'esprit un petit peu, de se lâcher toutes les contraintes. Et vous, en fait, non, vous êtes dit, non, nous, on va s'en rajouter et on va se mettre à faire quelque chose comme ça. C'est venu d'où l'idée? Parce que c'est pas votre Oh, ben, secteur d'activité, en fait, en plus. non, Mm. enfin moi pas du tout. Olivier il avait fait un stage dans tout ce qui était GPS avant de faire ce voyage, donc ça l'a un petit peu aidé. Ouais, Mais il n'est pas photographe, hein, loin de là. Et en fait, l'idée est venue d'un précédent voyage qu'on avait fait, qui est un itinéraire de Munich à Venise, et lui qui est entièrement balisé et où il y a un topo ouais, qui est collé à cet itinéraire et qui nous présente jour par jour ce qu'on va parcourir, enfin comme ce qu'on a fait sur Cyclotopo, mais pour Munich-Venise. Et donc, on avait fait cet itinéraire en 2018 et puis on avait trouvé ça super bien fait de pouvoir avoir la petite description tous ouais. les jours de l'itinéraire qu'on faisait. Et donc, on s'est dit, nous aussi, on aimerait bien faire ça. Et en fait, on a d'abord eu l'idée des topos et puis après est venu l'itinéraire. On a regardé quel itinéraire d'Eurovélo était le moins tracé, balisé et répertorié. Et puis, on s'est dit, ah, bah, pourquoi pas faire l'Eurovélo? En plus, c'était des pays qu'on ne connaissait pas beaucoup, Ouais. ou pas du tout. Bah oui, j'ai vu que ça. Alors, parce que du coup, je suis allé voir jusqu'où ça allait, l'Eurovégrons, et j'ai vu que ça allait jusqu'au Cap Nord. Vous, du coup, vous avez écourté le voyage par manque de temps, j'imagine, ou pour une autre raison, c'était pas le but d'aller jusque là-haut. Ben, en fait, on aurait bien aimé continuer le voyage, mais on était dans les études encore. D'accord. Et du coup, voilà, fallait qu'on rentre Le début pour septembre, ouais. continuer. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est un grand mot, mais c'est que vous voyagez avec des VTT. Alors, je sais que j'ai lu dans toutes vos publications que Olivier, tu étais vraiment, on va dire, la partie mécanique du binôme. Comment t'expliques ce choix? Parce que du coup, vous avez emprunté aussi pas mal de routes ou c'était vraiment beaucoup plus adapté à un VTT, c'était que des chemins. C'est quoi qui vous a guidé vers le VTT? Alors là, enfin sur cet itinéraire, n'importe quel vélo passe, à part peut-être dans les pays baltes où on a pas mal de pistes, Ouais, où vaut mieux avoir des pneus un petit peu plus épais. En fait, ce choix, c'était de manière très pratique, c'était les vélos qu'on avait tout simplement, d'accord. en tout cas pour Claire. Et après, moi, bah, je viens un peu plus du VTT, et c'est vrai que j'aimais bien la polyvalence qu'on pouvait avoir. Ouais, Un truc qui est super avec les VTT, on va dire entrée, moyen de gamme, c'est que bah, ils ont des œillets, donc on peut s'en servir pour le voyage à vélo, mais des porte-bagages. ouais, Mais on peut aussi s'en servir pour faire du VTT, bah, comme on fait là le week-end. ouais, j'ai vu, Donc se ouais. permettre Ouais, voilà, d'être polyvalent. c'est polyvalent, ouais. Vous pouvez vous en servir pour autre chose que quand vous partez en voyage. Oui, tout à Mais fait. c'est ça. Bon, et du coup, ça doit bien vous convenir, parce que j'ai vu que vous veniez d'acquérir deux nouveaux VTT. C'est pas facile en ce moment d'avoir des nouveaux vélos, ouais. Ouais, c'était un peu le parcours du combattant. Là, on a eu de la chance. C'est vrai que là, on cherchait du coup des vélos plus voyage. Ouais, Et du coup, comme je disais, là pour l'instant, on a des vélos, des VTT entrée de gamme, donc avec une fourche, bon, pas terrible, avec des œillets, mais du coup uniquement à l'arrière. Et donc voilà, là, on cherchait pour un futur voyage des vélos plus randonneuses, ouais. toujours avec ces petits VTT. Bon, Et du coup, on a on en reparlera parce que j'ai une question justement qui concerne votre future destination en rapport avec ces nouveaux vélos, donc on y viendra plus tard. Euh, Olivier, Claire, pendant vos voyages, vous hébergez de quelle façon? Vous prenez la toile de tente et vous faites du camping, vous faites du bivouac, comment vous hébergez? Alors, bah, on a les ternes, hein. C'est vrai qu'on a la toile de tente, donc on bivouac et on va au camping. Mais on aime aussi beaucoup les Airbnb, les hôtels, Ah un oui. peu les warm showers. C'est D'accord, assez sympa de varier. d'accord. Mais le bivouac, c'est quelque chose que vous pratiquez? Ouais, alors en France, un peu plus peut-être qu'à l'étranger, mais Ouais. je pense qu'on fait une nuit sur deux en bivouac à peu près.
Ouais. quand on est en voyage. D'accord. Bon, ça m'arrange parce qu'en fait, c'était le thème de la seconde rubrique. Ça- Donc, je vous remercie pour avoir confirmé ça. Je voulais vous parler, parce que en fait, le but de ces vidéos, en fait, c'est de donner envie, c'est de montrer que tout le monde en est capable, que c'est accessible, qu'il n'y a pas forcément besoin d'équipements très, très chers ou très, on va dire, comment dire, très pointilleux. Vous êtes équipé comment? Parce que quand on part en bivouac, donc on a besoin d'une tente, d'un duvet, d'un réchaud. Vous avez pris les infos où pour vous renseigner? Alors après, Alors, les infos sur le blog d'En Échappé, ça, je le dirai, je le redirai toujours, c'est le blog qui m'a permis de faire mon premier voyage à vélo, donc Maxime et Lucie d'En Échappé, Dans l'échappée, ok. qui me suivent depuis très longtemps maintenant. Ouais, Et ben, en fait, quand on est parti la première fois, donc c'était en 2018, pour la petite histoire, je ne connaissais pas encore Olivier. Et je l'ai rencontré 3 semaines avant de partir, donc je lui ai dit, et donc en échappée, recommandé, prenez une tente avec une personne de plus que la personne, ouais, enfin que vous. Donc si vous êtes un, prenez une une de tente de place. place. Donc j'avais acheté une tente de place pour moi toute seule, et monsieur est arrivé. Donc on a rentabilisé de place, mais en gros j'étais étudiant, donc j'avais pas un énorme budget, donc j'ai acheté une tente Quick Hiker Ultra Light à Decathlon. Il y a des quatre Voilà, cons. on a 150 euros. Ouais. Bon, ils font des choses, ils s'améliorent pas mal, les Decathlon maintenant, dans un peu tous les domaines, ils essaient de rendre ça abordable, c'est pas trop mal. Ouais. Et on en est très content et ben, on l'a toujours et on dort toujours dedans. Donc Bon, c'était un bon c'est investissement. Ouais. Comment vous vous organisez pour monter un camp? C'est-à-dire, vers quelle heure déjà vous commencez à chercher une place? Sur quels critères en fait vous dites, bon, mais là, on va aller vers là parce que je sais que c'est un bon endroit pour poser la tente. Comment vous faites? Ah bah, et là-dessus, c'est intéressant parce qu'on est un peu différent avec Claire. Ouais, Moi, j'ai tendance à être un peu le stressé. En gros, si à 5h, 5h30, on n'a pas d'idée où on va dormir, je commence à me poser des questions sérieusement. ouais. Alors que Claire, c'est oh, tranquille, on a le temps. Tant qu'il fait jour, c'est bon? C'est exactement ça. voilà. Et Olivier adore les sous-bois et les forêts, tout ce que je déteste. Donc voilà, ça nous fait des grandes discussions sur où planter la tente. D'accord. Mais, alors, c'est quoi vos critères? Est-ce que c'est quelque chose, on va dire, très, très à l'écart ou au contraire proche d'habitation? Est-ce que vous arrivez, du coup, j'allais vous poser la question, est-ce que vous arrivez tard le soir et vous partez tôt? Comment vous montez le camp en fait? Alors, en général, du coup, on arrive vers 6h et justement, moi, j'aime bien être un peu à l'écart pour être sûr d'être tranquille. Ouais. Et Claire aime bien les endroits dégagés, donc bon, on essaie de trouver des compromis. En général, bon, on cherche un petit peu, on fait 2 ou 3 endroits et après on s'installe, dans Ouais. tous les cas. Et du coup, vu que généralement on est quand même bien à l'écart, on monte la tente directement, donc Ouais. vers 18h. Vous essayez de pas être trop visible pour être tranquille et prendre votre temps, quoi. C'est ça. Oh, bah, Ouais. généralement, on est bien au fin fond de la forêt, donc ne t'inquiète pas, Gaëtan. Pas toujours, pas toujours. Malheureusement, on n'est pas trop visible. Ouais. Non, mais parce que tu vois, en Et fait, c'est la question des fois que les personnes qui regardent nous posent, ils sont un peu inquiets en se disant, ah ouais, mais alors déjà, est-ce que j'ai le droit? Comment ça se passe si quelqu'un me voit? Par rapport aux animaux? Enfin, il y a beaucoup de craintes en fait qui ressortent quand on parle de bivouac et du coup, il y a des gens qui sont, comment dire, qui sont freinés par ça. Mais vous, visiblement, ouais, bah, ouais, je comprends tout à fait ce que tu dis. Enfin, nous, on n'a pas été notre premier bivouac, on l'a fait derrière un champ de. De maïs en Autriche. Donc, En plus, on savait qu'on n'avait pas le droit et déjà que moi, j'étais un peu stressé. On n'était pas fiers, hein. ouais, j'imagine, hein, j'imagine. Mais ouais, c'est. Du coup, alors, comme vous alternez, vous disiez les modes d'hébergement. Alors, bah, du coup, la question elle a un peu sa réponse, mais par rapport à l'électricité, est-ce que vous importez du matériel spécifique pour recharger, je sais pas, votre téléphone, ou est-ce que vous attendez d'être dans un lieu, un resto, un camping pour faire ça? Alors du coup, on a une batterie externe Ouais, de 1000 mAh qui nous permet de recharger nos 2 portables, on va dire, une fois chacun, une fois et demie. ouais. Et sur du coup notre voyage d'Athènes à Tallinn, on s'est équipé en panneau, on a pris un panneau solaire. Et donc voilà, pour la référence, c'est un Anker de 21 watts. Ah ben, je pense qu'on a le même.
C'est vrai qu'en cœur, ils sont bien répandus parmi les voyageurs à vélo. Ouais. C'est celui qui se déplie en trois volets. C'est ça, ouais. Bon. Ok, ok. Par rapport à la nourriture, parce que ça aussi, c'est vrai que c'est un sujet. Est-ce que vous avez avec vous on va dire des produits secs qui périssent pas? Est-ce que vous allez faire des courses tous les jours pour manger des frais et légumes frais? Comment vous vous organisez? Alors, généralement, on a toujours des fruits et légumes frais. On fait les courses à peu près tous les 2 jours. Ouais, Et puis, pour une alimentation type, donc le matin, c'est pain, beurre de cacahuète. ouais, L'après-midi, c'est souvent conserve de poisson, thon, sardines, maquereaux et autres, tout ce qu'on trouve assez facilement au supermarché, avec pain, légumes, concombres, carottes et autres, un truc qui se mange facilement, quoi. ouais, Et du riz. Et puis, bah, le soir, c'est riz, pâtes, voilà. ouais. C'est des aliments assez basiques, mais que vous cuisinez vous-même après. Vous achetez pas des C'est plats ça. tout préparés ou vous faites vous-même. Et puis, il faut dire en tout cas que sur notre Atentaline, on s'était mis une contrainte de budget en plus des topos et de l'itinéraire. Donc, on avait 25 € par jour pour tout en fait. Ouais. Donc, on essayait aussi de rentrer dans le budget et de ne pas aller au resto tous les jours en tout cas. Ouais, bah Mm. ouais. Et avec le recul, du coup, sur cette partie bivouac, est-ce que, il y aurait des choses que vous auriez fait différemment, en fait, au début? Est-ce que vous avez des conseils à donner aux gens qui n'ont pas encore pratiqué ce type d'hébergement? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour se lancer? Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas faire, par exemple? Alors là, pour le coup, j'ai rien qui me vient. Par contre, je dirais d'y aller progressivement, en fait. C'est bien de sortir de sa zone de confort, mais il faut pas non plus se mettre la pression. Et si on le sent pas, ben on le sent pas. Il faut reconnaître aussi C'est limite. ses limites. Ouais. Nous, sur la Tentali, on a été progressivement. Au début, alors justement, si un conseil, c'est que finalement, on n'a eu aucun problème. On aurait pu bivouaquer plus. Mais finalement, ça s'est fait progressivement, petit à petit. On était plus en confiance Ouais. et Et du coup, est-ce que le fait d'être deux, d'être un couple, est-ce que du coup, ça permet de se rassurer en quelque sorte mutuellement plutôt que d'être. Est-ce que toi, Claire, ou toi, Olivier, est-ce que au début, vous l'auriez fait chacun si vous aviez été dans votre coin? Moi, je ne pense pas. Je pense pas que j'aurais bivouaqué toute seule, toute seule. Je pense que j'aurais pas osé. Ouais, Euh, oui, ça rassure beaucoup d'être deux, honnêtement. Oui. Hmm. ouais, Ça a ses avantages et ses inconvénients d'être deux, hein, comme tout. Mais ça, c'est plutôt un avantage. d'accord. Bon, et Ouais, moi, dormir je pense que Oui, pardon? excuse-moi. Non, du coup, je disais, moi, je pense que je serais allé me planquer au fond d'un bois à 3 kilomètres. Dans une grotte, quoi, personne ne voit. C'est exactement ça. Et du coup, dormir dans la forêt, puisque vous aimez bien dormir au cœur de la forêt, est-ce que vous avez eu des animaux qui sont venus proches de la tente la nuit? En principe, avec la nourriture, ça arrive souvent, ça, non? Enfin, pas forcément un ours, hein, bien sûr, mais je sais pas, un renard ou des choses plus simples, plus traditionnelles. Il y a une anecdote là-dessus, donc Ah, ça. Non, c'était en Hongrie, juste avant la frontière avec la Slovaquie. Du coup, on rentrait dans les Carpates et du coup, il y a une zone où il peut y avoir des ours. ouais, Et, et là, pour le coup, on s'était enfoncé dans un sous-bois et là, en fait, on n'avait rien trouvé d'autre. Et même moi, c'était vraiment pas ouf. Enfin, c'était vraiment sombre et enfin, vraiment l'ambiance était déjà là. ouais. Et puis la nuit, on entend des craquements, des grognements en fait. Et moi, du coup, direct, ah, je frappe Claire, enfin, je frappe. Non, disons. Je me réveille. Ça, elle dormait vraiment profondément. Et elle se réveille, elle écoute un peu, elle dit, oh, c'est bon, et rendors-toi. Et elle met ses boules de caisse, elle me laisse là à flipper tout seul. Je me suis fait tout un film, je pense que c'était un sanglier qui traînait à côté. Bon, finalement, on a eu aucun problème, hein, Ouais. mais c'est vrai que dans les têtes, des fois, il peut se passer pas mal de choses. C'est marrant On parce s'imagine qu'on des... on revient vraiment à l'état sauvage, en fait. Et du coup, comme tu dis, les bruits, les craquements, en fait, tout, on est, comment dire, on est attentif à tout, en fait. Ouais, ben, c'est tout à fait ça. Et puis, bah, la petite astuce, hein, si vous voulez faire du bivouac et que vous avez un peu peur des craquements, bah, c'est les boules de caisse. Ça marche super bien. Comme ça, tu vois pas, tu vois personne, t'entends rien, au moins, t'es Ouais, tranquille. C'est tout à fait ça.
Bon, tout à l'heure, Olivier, tu disais dans les pays, je ne sais plus si c'était en République tchèque ou je ne sais plus où, tu parlais de la sécurité que tu n'avais pas eu que vous aviez, pardon, pas eu de problème avec ça. Est-ce que, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en France, on nous, comment dire, on nous montre toujours des images, on nous rabâche des choses comme quoi c'est dangereux, l'étranger, enfin, sans être complotiste, tout ça, mais on nous dit oui, il faut faire attention. Et en fait, quand on discute avec les voyageurs à vélo pendant toutes ces différentes vidéos, quasiment tout le temps, les gens nous ont dit non, mais en fait, c'est pas vrai, ça se passe bien. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous vous êtes senti des fois en insécurité dans les endroits que vous avez traversés? Non, jamais, on s'est Hmm. jamais senti en insécurité et au contraire, on était peut-être même plus détendu d'être à l'étranger et de bivouaquer à l'étranger que parfois de bivouaquer en France. Enfin, voilà, on était, comme on comprenait déjà pas la langue et pas forcément les règles, bah, on était bien plus tranquille de se poser là où il y avait du monde à 18 heures que ce qu'on ferait par exemple en France Ouais. actuellement. Ben, ouais, ouais. Et du coup, les gens enfin, vous interpellez, vous ont, comment dire, vous avez été invité par des gens qui vous ont vu en train d'installer la tente dans un bois, en vous disant non, non, mais venez dormir à la maison, dans le jardin ou dans une chambre. Vous avez fait des belles rencontres comme ça ou pas spécialement? Et ben ça nous est pas encore arrivé, donc, Non? Non, moi non plus, donc mais on bon. attend. Mais je me souviens en Serbie, on avait dormi, c'était notre première étape en Serbie, on avait dormi près d'un lac. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde autour de ce lac et bon, on a posé la tente à 18 heures à peu près. Et le matin, en se levant, donc on partait très, 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 très tôt parce qu'il faisait chaud. Et le matin, en se levant, il y avait déjà des gens qui étaient là à 6 heures. Du coup, ils nous ont offert des bonbons et tout Ah, pour c'est nous donner sympa. du courage. Et puis, C'est sympa, c'est sympa. Tiens, je pense à une question. Comment vous attachez vos vélos quand vous faites du bivouac comme ça et que, entre autres, vous avez ben, des gens qui dorment eux aussi pas loin de vous? Vous attachez à la tente? Vous avez un système spécial? Bah, on a un cadenas. Enfin, en tout cas, là, on avait un cadenas. Et puis, voilà, on a l'astuce de passer une corde de la tente dans une roue. Ouais, Et voilà, d'essayer de les bloquer un peu. ouais, on ouais. a une alarme. Et oui, maintenant, on a une alarme, ouais. Ah, un truc, comment dire, sonore? Ouais, Ouais. D'accord. qu'on met sous la selle d'un des vélos et voilà, ça nous a pas vraiment servi jusqu'à maintenant. Mhm. Mais en fait, c'est plutôt en camping qu'en bivouac l'alarme. D'accord. C'est plus en camping où il y a beaucoup de monde, l'été, des choses comme ça, où on Ouais, se sent un peu. ouais, Ouais, quand on est à la piscine et qu'on laisse le vélo, bon, on met l'alarme et puis voilà. ouais, c'est plus rassurant. C'est plus rassurant. Bon, Olivier et Claire, Cyclotopo, hormis vos voyages, c'est bien sûr ce podcast. Est-ce que, alors, il est hyper connu, mais vous en êtes à plus de, combien plus de 30, je crois. Euh, Tu m'as dit que tu avais déjà plein de personnes de programmées. Ben, présentez-nous un petit peu ce podcast, de quoi il s'agit, de quoi ça parle. Et Donc, où on les trouve aussi. ça marche. Donc, Cyclotopo, c'est un podcast sur le voyage à vélo. Toutes les 2 semaines, c'est un portrait de voyageur à vélo. Donc, c'est une interview un peu comme ce que tu fais, Gaëtan, avec tes lives, mais en format audio. Ah, vous êtes mes modèles, Euh, vous êtes mes modèles. non, tu es notre modèle aussi. Donc voilà, c'est un portrait de voyageur. Donc je discute toutes les 2 semaines avec un voyageur. Donc ça peut être un voyageur, une voyageuse, un groupe de voyageurs aussi qui ont un projet en plus du voyage à vélo. Et donc l'idée c'est de revenir de façon chronologique sur leur parcours de voyageur à vélo. Donc leur premier voyage, ce qui les a conduits généralement à un plus grand voyage et autour de ce plus grand voyage, donc les préparatifs de ce plus grand voyage, puis le voyage qu'on défile de façon chronologique, donc l'itinéraire, un petit retour d'expérience et puis voilà, des questions assez sympas sur le voyage à vélo et qui permettent d'avoir un aperçu d'un ou d'une voyageur à vélo, d'une voyageuse à vélo. Et puis voilà, on a plus de 30 épisodes aujourd'hui, donc C'est sur des top. thèmes très variés. Et comment vous choisissez vos invités? Est-ce que c'est comme ça au fur et à mesure des rencontres ou est-ce que c'est par rapport à comment dire, à des thèmes ou à des lieux de voyage? À une façon spéciale de voyager? Ouais, alors il y a deux cas possibles. Soit c'est des voyageurs que je suis déjà sur les réseaux sociaux depuis un petit moment, dont j'ai vu le voyage qu'ils ont fait par exemple à l'été 2021 Ouais. et que je contacte après parce que j'ai trop envie d'en savoir plus sur leur voyage. Ou la deuxième option, bah, c'est les voyageurs eux-mêmes qui me contactent et qui me disent bah, on a fait tel voyage, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresserait d'en parler dans Cyclotopo? Et voilà. D'accord. Bon. Et on retrouve ça à quel endroit?
Et ben, sur toutes les plateformes de podcast, donc Spotify, Apple Podcast, aussi sur notre site Cyclotopo. Et si on tape Cyclotopo podcast sur Google, normalement, il y a ce qu'il faut comme, Ouais, oui, comme oui, c'est clair, c'est clair. On peut pas passer à côté. On peut pas passer à côté. Non, je pense que ça devrait aller. Bon, et du coup, en avant-première, qui est le prochain ou la prochaine invitée? Ah, je ne sais pas s'il nous écoute ce soir. Le prochain invité, c'est Tom qui voyage avec son chien et qui a fait un Nantes-Athènes avec son chien à l'été 2021. Waouh, Donc, il nous parlera de son voyage pendant son année de césure, donc qu'il a fait pendant un peu plus de 3 mois. Et il a la particularité, et ça vous le verrez sur la couverture du podcast, de ne pas avoir une remorque pour mettre son chien dedans. Il a son chien devant son vélo dans une petite caisse qu'il a fait lui-même. Donc ça fait un fier équipage. ah ouais, ça doit être marrant à croiser, oui, en effet, ouais, avoir le petit chien devant, c'est pas mal. On avait eu Marlène, nous, que tu avais peut-être vu, qui voyage avec Kiwi, c'est un chat. Bon, on fait différents D'accord. types de voyages d'ailleurs, mais c'est marrant de voir que, en fait, on peut voyager aussi avec son animal de compagnie, que c'est possible. Ouais, tout Et, à fait. et d'ailleurs, Et c'est j'ai vu aussi un podcast que je vais aller écouter qui était voyager avec son bébé, qui, qui m'intéresse parce que c'est un sujet à peu près d'actualité pour moi. Donc, je vais aller prendre des infos, quoi. Ça arrive. Bah, c'est vrai que dans la saison 2, on a eu plus. Donc, la saison 1 s'est arrêtée. Du coup, en fait, ça marche par saison. Donc, j'ai fait la saison 1 jusqu'en en juin 2021. Et donc, là, on est dans la saison 2. Et la saison 2, j'ai eu beaucoup plus de voyageurs en famille. Donc, tu as toutes les tranches d'âge, si tu veux, du bébé, après d'enfants de 1 ou 2 ans, et puis après, beaucoup plus grands. Donc, D'accord. Donc, si je veux voyager avec mamie, c'est bon, je peux aller voir aussi, je vais trouver. tu as tout ce qu'il faut. Bon, parfait. Parfait. Je vous avais croisé aussi sur la revue CCI, Cyclo Camping International, parce que ben, j'avais vu en croisant ça sur quelques pages que vous aviez obtenu une bourse chez eux. Alors, ben, ça, c'est quelque chose dont on n'a jamais parlé en fait sur les différentes vidéos. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait ben, les différentes possibilités qui peuvent exister pour ben, trouver un peu du financement pour partir en voyage et notamment ces bourses-là? Comment on fait pour ben, tenter sa chance, entre guillemets? Ouais, c'est plus ça. Bah, du coup, alors pour revenir sur Cycle Camping International, tout est venu de ce projet de topo en 2019, donc sur Athènes Tallinn. Donc on avait notre projet de voyage, notre projet de topo, et on cherchait des financements, donc on était étudiants. Et on est tombé sur la bourse de CCI. Donc la bourse de CCI, donc c'est une bourse qui est ouverte aux jeunes cyclo-voyageurs Oui, et dorénavant aux familles, si je ne me trompe pas. Oui. Et du coup, qui met en avant un ou plusieurs projets par an et qui offre une bourse d'environ 1 000 euros, il me semble. Alors initialement, c'était 1 000 euros fixe pour un lauréat. Et le règlement a un petit peu évolué. Maintenant, il y a une enveloppe, en tout cas, pour l'année passée, il y a une enveloppe de 2 000 euros répartie entre 3 projets lauréats. d'accord. Et du coup, il y a comment dire, est-ce qu'il y a une contrepartie à l'obtention de cette bourse? Alors du coup, la contrepartie, c'est de faire le projet forcément qu'on a promu dans le dossier de candidature et aussi de mettre un petit peu en avant CCI via les différents supports de communication que le voyageur ou la voyageuse à vélo peut avoir. Ouais, Bon, après, c'est vraiment aussi rentrer dans une superbe association, découvrir aussi un grand partage avec d'autres voyageurs. ouais. Et c'est bien plus que juste avoir une bourse. C'est vraiment tout un monde qui Ouais. s'ouvre à vous quand vous rentrez à TCI. Et d'ailleurs, vous pouvez y adhérer sans participer à la bourse. Bah, du coup, est-ce que Claire ou Olivier, est-ce que vous pouvez présenter CCI? Parce que, bon, peut-être certains connaissent la revue sur le voyage à vélo, peut-être certains connaissent le forum ou pas. Qu'est-ce que c'est? Comment on adhère? À quoi ça sert en fait? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors du coup, CCI, c'est du coup Cyclo Camping International. C'est une association de voyageurs à vélo Ouais, qui existe depuis, alors je vais te dire une bêtise, mais je crois que c'est 1982. Deux, ouais. Mm. ouais, Et voilà, qui regroupe des passionnés de voyage à vélo, des grands voyageurs, comme des voyageurs pour des vacances, enfin vraiment tout le monde, tout type de profil. ouais. Alors actuellement, il y a 1 600 adhérents à peu près. Ah oui, Et, euh, et en fait, CCI est notamment connu pour le festival du voyage à vélo. ouais,
Donc, un grand festival à Vincennes. Euh, donc CCI aussi. En fait, voilà, c'est vraiment le partage et la diffusion des connaissances autour du voyage à vélo. Donc, il y a le festival, il y a également là une revue, la revue, Oui, la comme revue tu. papier. Et je crois qu'ils ont aussi Numéro. comment dire, pas un blog, mais je sais pas si on peut appeler ça un service, mais une sorte de mise en relation pour les gens qui peuvent s'héberger les uns chez les autres, non? Un peu comme C'est Warm, ça, en Warm fait. Shower, mais à l'intérieur de l'asso, quoi. C'est ça, ils ont été précurseurs de Warm Shower, puisque ça existe depuis 1982, et c'est le Cyclo Accueil Cyclo, le CAC. Et donc, quand on devient adhérent de CCI, donc l'adhésion, c'est vraiment un prix très minime, c'est 6 euros, donc Ouais, ouais, vraiment ouais. rien. Et quand on devient adhérent, bah, on a accès du coup à ce réseau d'hébergement, donc Cyclo Accueil Cyclo, et aussi au forum Au qui forum, est, ouais. très actif sur CCI et donc qui permet d'avoir plein de bons conseils. Aussi tout ce qui est vente de matériel, recherche de coéquipiers, bref, Oui, c'est très compliqué. c'est vrai, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison et je valide, je suis aussi inscrit à ça. C'est vrai qu'on ne trouve pas beaucoup de, comment dire, de revues ou de, d'assos qui sont vraiment très spécialisés et eux, c'est vraiment un peu la référence en la matière depuis très longtemps. Donc, autant aller là où ça fonctionne déjà comme il faut. Je suis d'accord avec vous. Écoutez, si vous êtes d'accord, on va passer aux questions des spectateurs. Alors, il y avait Catherine et Sacoche de Sacoche, que vous connaissez puisqu'elle a participé à cette vidéo avant vous. Elle nous demandait à propos de l'alarme dont vous avez parlé tout à l'heure, de quoi il s'agissait en fait, comment ça fonctionne, sur quoi ça se fixe. Voilà. Alors c'est assez simple. Bon, c'est un gadget, mais qui finalement pourrait être assez utile. Ça fait à peu près 10 cm, ça fait la taille un peu plus petit qu'un téléphone. Ouais. Euh, donc on l'a trouvé sur Amazon, on l'a payé 15 euros Ah oui. ou 20 euros. Enfin, c'est pour ça que je disais que c'est un peu un gadget, enfin un gadget. Ça avance. Oui, mais C'est un sens. c'est accessible, quoi. C'est accessible et ça peut rassurer certains qui ont peur. Et, ouais. Et nous, on la fixe sous la selle d'un des deux vélos. Ouais. Donc voilà, et on a un petit beeper un peu comme une clé de voiture. Et du coup, Et ça donc, quand réagit à quoi? Ça réagit au mouvement ou il y a, je sais pas, c'est au mouvement? C'est ouais, ça. tout à fait. Donc ça réagit au mouvement et donc bah, ça fait une alarme très stridente Enfin, quand on touche le vélo. si on touche juste le vélo, ça fait juste un petit bip. Et après, si on, c'est juste ça, ça s'arrête. Et Ouais. c'est vraiment si on le bouge vraiment. Donc, s'il y a un coup de vent, ça fait un bip, puis après, ça s'arrête. Ouais. Donc, enfin, il y a une certaine sensibilité, quoi. Ça va pas réveiller tout le camping au moindre coup de vent. Ouais, On ouais. l'a testé. Oui, c'est sûr que dans un camping, oui, tu peux te faire des amis. Ouais. Si ça se met à sonner dans la nuit parce qu'il y a eu un coup de vent, c'est clair. Elle vous demandait aussi si vous aviez prévu de passer en Haute-Savoie où elle réside. Est-ce que vous avez prévu de bouger prochainement? Alors en Haute-Savoie, oui, on va y aller parce que Olivier est originaire de Haute-Savoie, donc ça Catoche, je sais déjà, donc j'espère qu'on va rencontrer Catoche très prochainement. Ouais. Et après, bah oui, on aimerait bien faire. Moi, je suis originaire de Charente, donc on aimerait bien faire un Angoulême-Annecy un jour, une traversée de France, ça serait très chouette. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, elle a la réponse. Pierre, qui est un fidèle aussi de différentes vidéos, vous posez la question de savoir parmi les itinéraires que vous aviez pratiqués en France, est-ce qu'il y en a un qui sort du lot ou en tout cas que vous recommanderiez? Oh, question difficile. Ouais. Ah Alors, oui, en fait, en fait, on a fait en itinéraire balisé que la Vélodyssée. ouais, Depuis, on part sur des itinéraires qui ne sont pas balisés. Donc, en fait, on a une carte et on se guide avec la carte. ouais. Et dernier itinéraire qui nous a marqué, c'est le tour du Lot. Donc, en fait, on a pris la carte du Lot et puis on a fait Le tour. le tour du département. Voilà, en prenant les routes. Donc, oui, on a beaucoup aimé le tour du Lot. Après, c'était très pluvieux, mais nous qui habitons dans le Lot-et-Garonne, donc on pourrait se dire c'est juste à côté en soi, c'est Ouais. à 40 km de Villeneuve. Et ben, ça nous a quand même beaucoup dépaysé pendant une semaine. Donc, on a adoré. On est monté à 600 mètres d'altitude. On ne pensait pas. Ouais, ouais, c'est wagonné, le Grand Est, ça dépend où, mais Ouais, il y a des bons coups de cul là-bas, ouais. ouais.
Bon. Puis il y a de très beaux villages comme et villes comme Figeac par exemple, ou des plus petites villes comme Gourdon qu'on a beaucoup Ouais, ouais. aimé, Martel. Ouais, il y a plein de choses à découvrir. Ah Je me oui. souviens bien de la montée sur Rocamadour. Ah oui, elle pique celle-là, oui. Ah, puis quand tu es en bas, en plus, quel que soit le côté où tu veux repartir, oui, ça grimpe. Je crois que c'est là où arrive une étape du Tour de France, d'ailleurs. Je crois qu'il y a un contre-la-montre qui se fait cette année sur le site de Rocamadour. Je ne savais pas. Ok. Il y a Flo qui vous demandait quel était le continent que vous alliez traverser pour votre prochain périple. Alors déjà, est-ce que vous en avez un prochain périple? Et est-ce que vous avez une info à nous donner? Alors, ben oui, on en a un prochain périple. C'est pour Ah, ça qu'on a acheté nos deux vélos. eh oui. Pas tout de suite, hein, dans quelques dizaines de mois. Hein, donc, on n'y est pas encore. Et on aimerait traverser les Amériques. C'est-à-dire de Voilà. Ushuaia à Fairbanks ou dans quel sens? Ouais, du Canada à l'Argentine, en gros. Après, on se met pas d'objectif tout de suite. Hein, Ouais, donc, ça sera plutôt un voyage. On va pas le faire comme à Tentaline. On va prendre notre temps. ouais. Et puis, voilà, on verra où ça nous mène. Ah, ben c'est chouette. C'est chouette. Dans un an, quoi, à peu près, c'est c'est ce qui est prévu. Bon, mais c'est cool, ça. Mylène vous demandait, mais alors, vous avez un peu répondu tout à l'heure, hein. Vous demandez pourquoi voyager à vélo mais en VTT? Quel est l'avantage? Bon, je vous repose la question, pourquoi vous avez jeté votre dévolu sur le VTT plutôt que sur les randonneuses ou les VTC? En fait, le choix s'est fait tout naturellement, parce que c'est les vélos qu'on avait, en tout cas pour Claire. Et il y a quelque chose qui est bien sur les VTT moyen de gamme, on va dire. On a, c'est qu'ils ont des œillets, Ouais, donc on peut quand même y mettre un porte-bagages et être équipé presque comme une randonneuse. Et le week-end où là, voilà, qu'on voyage pas, on enlève les ouais. porte-bagages et on conserve en VTT. Vous avez Donc c'est super. c'était la polyvalence ouais, dont tu parlais tout à l'heure. Ok, Sachant qu'on a des pneus marathon qui sont assez roulants, des Schwalbe marathon ouais, mondial, d'accord. qui sont assez Oui, oui, c'est oui. la référence. Ils n'ont pas trop de crampons sur ce que vous avez? Les marathons mondiaux, non, ils sont assez roulants. Non, ils ont un profil plutôt VTC, on va Ah dire. oui, mais c'est les mêmes que ce que je dois avoir, mais je pensais qu'il y avait une version du coup VTT pour vraiment les chemins ou les zones on va dire, boueuses, tu sais. Non, après, on prend assez peu de chemin. Enfin, on prend peut-être 10% de chemin quand on est en voyage à vélo. Donc, on fait majoritairement de la route. Et bah, comme le dit Olivier, c'est vraiment pour avoir la polyvalence, pouvoir s'en servir en VTT à côté. D'accord. Il y avait Marie qui demandait à propos de la mécanique, qui voulait savoir ben, comment faire en fait pour apprendre à faire les premières réparations. Parce que, alors toi, Claire, tu as la chance d'avoir Olivier qui est spécialisé dans ça, mais est-ce que vous avez des petits tuyaux ou est-ce qu'il faut s'équiper pour prévoir de tout réparer de A à Z ou est-ce qu'il y a juste un minimum qui suffit pour les voyages courants, on va dire? Eh ben, c'est super intéressant comme question, puisque bon, c'est une question que je me suis posée. Et justement, on est en train d'écrire un article sur notre blog là-dessus. Alors, pour se former, enfin, ouais, déjà en concret, en physique, il y a les ateliers, les maisons du vélo, par exemple, Hmm. les ateliers de réparation de vélo qu'il y a dans toutes les grandes villes, Ouais, de villes. Donc ça, c'est vraiment super pour rencontrer des passionnés de vélo et d'apprendre déjà soi-même. Et après, il y a tous les tutos qu'on peut trouver sur Internet. ouais. Euh, donc voilà, là, il y a vraiment pas mal de tutos à trouver sur Internet. On en a fait une petite liste sur notre blog. On a écrit un article Ouais. sur comment se former en mécanique. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Comment dire, un peu, les ateliers participatifs, ça, je trouve ça bien pour ceux qui connaissent vraiment rien, parce que déjà, ils ont les outils à disposition, et puis il y a aussi des personnes qui sont là pour les aider, pour leur montrer, et tout en leur laissant la possibilité de faire eux-mêmes. Donc, du coup, c'est vraiment en apprenant enfin, en faisant qu'on apprenant. Donc, je trouve que c'est parfait, quoi, pour apprendre ça, pour débuter. Tout à Ouais. fait, on est d'accord. Bon. Olivier, Claire, c'est, on va dire, maintenant la tribune libre, puisque je crois qu'on a fait le tour des questions. Attends, je regarde. Oui, on a fait le tour des questions. Oui, la tribune libre, ben, c'est le moment où la parole vous est laissée. Vous pouvez dire ce que vous voulez, aborder le sujet qui vous plaît, qui vous fait envie. On vous écoute. Oui.
de quoi on pourrait parler? Qu'est-ce qui vous plaît dans le voyage à vélo? Est-ce que si c'était à refaire, vous le referiez? Est-ce que vous conseillez aux gens de se lancer? Bah oui, on conseille forcément à toutes les personnes qui nous écoutent de se lancer, pas forcément sur un grand voyage, hein, ça peut être déjà juste à côté de chez soi et sur une courte distance. Et après évoluer, partir un petit peu plus loin ou pas d'ailleurs, rester près de chez soi. Mais oui, c'est un formidable sentiment de liberté de voyager à vélo et c'est aussi ce qu'on dit dans le podcast, que finalement, il n'y a pas besoin d'avoir une grande expérience de cycliste pour pouvoir voyager à vélo. Et ben ça, on l'a expérimenté avec Olivier, vu que lui, il cycliste depuis qu'il est tout petit Oui. et que moi, j'avais jamais fait vraiment de vélo avant. Et avant qu'on parte pour notre premier voyage, là, dont on parlait tout à l'heure, il me disait, oh, bah, ça va, 20-24 km/h, ça va être tranquille, pas de souci. Ouais, ouais, ouais. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, Claire, du coup, faisait vraiment très peu de vélo et moi, quand faisais beaucoup, en fait, c'est elle qui était la plus préparée pour le voyage à vélo puisqu'elle avait déjà acheté la tente, elle avait prévu le matériel de camping, elle avait des sacoches et moi, je suis arrivé comme une fleur avec ma remorque chargée avec 20 kilos d'affaires. Je ai mis. Donc finalement, en fait, il n'y a pas besoin d'être grand cycliste, pas besoin d'être cycliste tout court, en fait. Faut avoir la motivation et voilà, comme disait Claire, commencer par Ouais. des petits voyages. Puis maintenant, il y a plein de blogs de voyage à vélo, de plein de conseils partout. Donc, ne pas hésiter à prendre l'expérience des autres et Ouais. puis à se faire sa propre expérience. Mais c'est vrai que de lire quelques blogs et d'avoir quelques infos sur le matériel de vélo avant de partir pour son premier voyage, ça peut vraiment aider Ouais. aussi. Non, mais c'est clair. Vous avez bien résumé ça. Je vous rejoins sur le fait d'essayer de partir à vélo proche de chez soi, rien qu'un week-end, par exemple. Déjà, on va s'apercevoir qu'en fait, rien que sur un week-end, on va découvrir des endroits qu'on ne connaissait pas. On va avoir l'impression d'être parti à l'aventure, alors que finalement, on s'est éloigné que de 40-50 km de la maison. Donc, c'est un bon moyen pour débuter en quelque sorte. On est d'accord. Et puis, Mm. c'est ce qu'on fait aussi pendant nos week-ends. On part pas très loin, on part juste autour de chez nous et rien que partir à 40 km, ça nous fait voyager. Ben oui, c'est clair. Allez, avant de terminer, il y avait une question de cycle élémentaire qui vous demandait quels étaient vos logements préférés. Et, alors, ça on en a parlé, mais surtout, est-ce que vous réserviez des logements à l'avance? Combien de temps à l'avance vous réserviez des logements si c'est le cas? Alors, pour les logements préférés, on est assez polyvalent. Enfin, vraiment, on aime tout parce que bon, le bivouac pour être au contact de la nature, d'être seul, et les campings, prendre des douches et pour le Ben oui, confort aussi, ouais, c'est clair, hein. c'est pratique. Voilà, Airbnb, hôtel, parce que avoir un lieu en dur de temps en temps, c'est comme ça, mais C'est pour clair. recharger les batteries. Donc vraiment, on est assez polyvalent. Et pour garder cette polyvalence, on ne prévoit pas trop à l'avance. On va dire les hôtels, on va peut-être prévoir la veille Ouais, ou 2 jours avant. Mais vraiment, on essaye de pas prévoir. En général, vers 11 h midi, ouais, on fait une petite pause. On dit, bon, où est-ce qu'on va atterrir ce soir? Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, suivant les envies. d'accord. Ouais, vous gardez cette liberté, vous avez bien raison. Moi, j'essaie de tout prévoir, mais je sais qu'il faut lâcher prise, c'est facile à dire, mais bon, je m'applique pas à moi-même les conseils que je donne. Mais bon. En tout cas, mais merci beaucoup pour ce petit moment ensemble. Vous nous avez parlé de plein de choses, c'était hyper intéressant. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on vous retrouve? Eh ben, vous pouvez nous retrouver sur cyclotopo.fr et puis sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, sous le nom de Cyclotopo aussi. Puis le podcast sur Spotify, Apple Podcast, toujours sur le même nom, Cyclotopo, voilà. Cyclotopo. Quel que soit l'endroit, Donc, Cyclotopo, on tombera sur vous. C'est pas compliqué au moins. Bon, en tout cas, un grand merci. Pour ceux ou celles qui ont pris la vidéo en cours de route, c'est pas grave, ça sera disponible dès la fin de la vidéo en replay sur Instagram et puis dans la semaine, quand j'aurai le temps sur YouTube. Donc, vous pourrez voir ou revoir la vidéo. Un grand merci, en tout cas, Claire et Olivier, c'était vraiment très sympa. merci beaucoup à toi, Gaëtan. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec toi. Et bien, écoute, au plaisir de se voir peut-être au Café Vélo d'Agen en juin. On t'attend le 11 juin. Ouais. Allez. Bon, mais c'est cool. Merci en tout cas à tous les deux. Et puis, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci à tous, Ciao. bonne soirée. Ciao. Ciao.